Pendant les Jeux Olympiques, vous le savez peut-être ou vous le savez pas, dans ce cas je vous l'apprends, nous parlons de sport dans le podcast AWS en français, aujourd'hui avec Sport Hall, une plateforme de streaming pour les événements sportifs. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Pendant tout l'été, nous continuons de vous accompagner tous les vendredis matins, comme nous avons l'habitude de le faire. Et pendant le mois de juillet, vous le savez peut-être, ça ne vous aura pas échappé, il y a les Jeux Olympiques en France, du 26 juillet au 11 août. Et pendant cette période-là, le podcast AWS en français se met au sport également, au sport virtuel en tout cas, puisqu'on parlera soit avec des clubs sportifs, soit avec des entreprises, des startups dans le monde du sport. Et pour inaugurer cette série sur le sport, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Fayou. Tu es Senior Product Manager chez Sport Hall. Thomas, merci d'être là. En deux mots, Sport Hall, c'est quoi ? Bonjour à tous. Du coup, en deux mots, Sport Hall, c'est une société une start-up qui diffuse tous les sports, tous les événements sportifs, quel que soit le type de sport, pour tous les fans de chacun des sports. Donc, si je veux voir de l'aviron ou du curling, je peux venir sur Sport Hall. Je prends des choses. On n'a jamais fait de curling, mais on a des sports assez intéressants. Par exemple, on a fait des choses comme du tech ball ou du football sur des tables de ping-pong. Ou non, il y a des sports un peu rigolos. On en a quelques-uns. Après, on se focus aussi sur des sports un peu plus mainstream. Alors aujourd'hui à la télé, c'est beaucoup du foot, du rugby et on a peut-être fait quasiment le tour, un peu de Formule 1 peut-être. Aujourd'hui, nous, on va faire des sports, globalement tous les sports, mais alors on parle des Jeux Olympiques, donc on fait aujourd'hui une bonne partie des sports olympiques. Donc on va travailler avec l'athlé, on va travailler avec, tu parlais d'aviron, mais on va travailler avec le canoë-kayak, par exemple. On travaille avec la Fédération française de lutte aussi, pour tous les meetings de lutte. Et avec la Fédération française de football quand même, mais pas exactement pour du foot à 11, plutôt du futsal, dont on diffuse la D1 aujourd'hui. Donc c'est des exemples de sports qu'on diffuse aujourd'hui. Donc en gros, si je suis aficionados d'un sport qui est pas nécessairement mainstream, en gros, qui est pas du football D1, de la Formule 1, je peux aller sur sporthall.tv et là je trouverai mon bonheur. C'est qui votre client qui vous paye? On va commencer par là. Aujourd'hui, Sport Hall, c'est assez, c'est un modèle un peu particulier, c'est-à-dire que aujourd'hui, Sport Hall est là pour finalement aider tous les ayants droit sportifs, que ce soit des fédérations, des clubs, à produire et diffuser leur contenu. Donc aujourd'hui, une partie des clubs et des fédérations ont besoin d'aide pour venir produire leur contenu en live. Donc là, c'est là où nous on peut aider. On a des solutions qui sont pertinentes d'un point de vue coût et qui peut les aider à produire beaucoup d'événements pour pas trop cher et de façon à les diffuser vers leurs fans. Et derrière, le but, c'est de les aider donc à produire et à les diffuser. Et les diffuser, ça permet de leur donner de la visibilité. Tu parlais business model. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, nous, on va pas acheter les droits des contenus qui sont produits parce que on pense que finalement, cette notion de droit, c'est pas exactement la façon la plus pertinente de diffuser du sport aujourd'hui. Et que peut-être que finalement, en partageant les revenus avec les différents ayants droit, ça a plus de sens. Donc, il y a plusieurs méthodes de partage de revenus. Ça peut être par exemple, on travaille avec l'athlétisme, où là, on va faire une offre annuelle et mensuelle pour pouvoir venir regarder les meetings d'athlétisme. Donc toute la saison d'hiver, toute la saison d'été, on parle de 40 meetings d'athlètes aujourd'hui. Là où il y a quelques années, ils en diffusaient 2 par an sur France Télévisions. Là, l'idée, c'est de dire, on va faire ça, et finalement, les revenus qu'on va obtenir grâce à ces abonnements, on va les partager entre eux et nous. Ça peut être aussi une histoire de sponsoring, c'est-à-dire que si le fait de donner de la visibilité à un sport permet d'amener du sponsoring sur ce sport, on va venir partager les revenus de ce sponsoring. Et évidemment, une autre solution, c'est d'ajouter de la publicité sur les lives, sur les plateformes qu'on utilise, de façon à ce qu'ils puissent finalement avoir des revenus et les diffuser et puis les partager derrière. Donc il y a 3 types de revenus, les abonnements des
téléspectateurs, des gens qui regardent, le sponsoring, et j'ai oublié le troisième, et la publicité. Et vous partagez les revenus avec ceux qui produisent, enfin ceux qui sont à la source, c'est-à-dire la Fédé, le club de sport. Oui, parce que finalement, comme c'est leur droit, en fait, c'est leur contenu, c'est eux qui gardent les droits sur leur contenu. Nous, on vient pas acheter les droits, par contre, on vient les aider à faire pas mal de choses. Du coup, voilà, l'idée, c'est de dire, finalement, le revenu que vous pouvez faire avec ça, on va venir le partager. Et après, Sportall, il y a aussi une idée de dire, comme je le disais au début, on les aide à produire le contenu aussi et à le distribuer. Et donc à l'éditorialiser aussi, ce qui est important. Et donc pour faire ça, c'est nous des services que l'on va vendre aux fédérations en plus. Donc où elles sont autonomes et on les forme pour qu'elles soient autonomes sur tout le système, ou alors elles viennent finalement nous demander de faire le travail pour eux. Et à ce moment-là, nous, on est rémunérés pour faire ce travail-là. Et quand tu dis faire le travail, c'est éditorialiser, éditer, etc. Donc, ou c'est aussi filmer, vous pouvez aller installer des caméras dans des salles de sport. Donc, on peut venir fournir de la prestation de production, donc avec les caméras. Après, on peut ou fournir des kits sur lesquels on les forme, qu'on peut vendre à pas très cher, sur lesquels ils vont les aider à produire directement le contenu avec des caméras. Ou alors, on fournit la prestation de captation. Et auquel cas, du coup, là, il y a un échange de services. Et après, en fait, aujourd'hui, Sportall, c'est des applications pour les fans. C'est-à-dire que ce qui est visible aujourd'hui pour les fans, c'est des applications qui sont web et iOS, Android, donc mobile. Et ces applications permettent aux fans de n'importe quel sport de venir consommer leur sport préféré et en découvrir plein d'autres. Et en découvrir également, je suppose, avec de la recommandation, etc. Exactement. C'est le Netflix du sport. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Donc Sportall, c'est vraiment cette notion de plateforme un peu multisport qui vient agréger la totalité des sports. Par contre, après, il y a quand même certains ayants droit un peu plus premium, par exemple comme l'athlétisme. La Fédération française d'athlétisme, elle est quand même renommée, elle est connue. Et donc là, ce qu'on fait dans ces cas-là, sur des partenaires un peu plus premium, on peut créer une verticale, une application en verticale qui fait que de l'athlétisme. Spécifiquement pour eux. Ouais. Et du coup, là, on va créer une marque. Donc, par exemple, sur l'athlétisme, c'est athletv.fr, qui est finalement la plateforme de l'athlétisme en France, où finalement tous les meetings français sont diffusés chaque année. Alors dans le podcast AWS en français, on a déjà parlé d'applications de streaming vidéo avec Bedrock basé à Lyon qui fait la plateforme d'M6. On a déjà parlé de la plateforme de France Télévisions également. Je suppose qu'on va retrouver des choses assez similaires au niveau technique parce que finalement, même si le domaine est différent, on parle de sport ici, la technologie c'est streamer de la vidéo, soit à la demande, soit en direct. Donc si on lève un coin du voile, si on va regarder sous le capot, vous êtes sur AWS, c'est pour ça qu'on est dans le podcast AWS pour le moment. Mais c'est quoi votre architecture pour diffuser tous ces flux vidéo ? Donc aujourd'hui, on a deux grandes parties. On a une partie qui va être une partie CMS, qui finalement va Content Management System, qui va permettre, ou si c'est nous qui l'éditorialisons, ou aux ayants droit, de venir configurer leurs événements, leurs playlists. Donc globalement, un événement va être une playlist avec des lives, mais avec des dates précises. Et donc du coup, ils vont venir configurer ça dans la plateforme, et derrière, ce système va automatiquement venir déployer des chaînes de processing vidéo multiscreen dans AWS. Donc par exemple, si je crée un événement pour demain matin, et ben, en amont de cet événement-là, de mon live, une chaîne complète, donc ça va être Media Live, Media Package, CloudFront, va être automatiquement déployée sur AWS en amont de ce live. Et du coup, elle va démarrer aux heures de... Donc on a 1 heure de test, 1 heure de live et 1 heure de fin de live. Et donc en fait, finalement, à l'heure de démarrage du test, la chaîne Media Live et CloudFront et Media Package va automatiquement démarrer de façon à ce que on ait une période de test pour récupérer le stream. Donc aujourd'hui, on récupère en RTMP dans 75% des cas. Et on peut aussi utiliser Media Connect pour récupérer en SRT les streams quand ils viennent d'un peu plus loin dans le monde ou quand on a besoin de sécuriser un peu le stream.
on va faire passer sur du SRT. Et après, donc le stream est envoyé depuis le site, là où se passe l'événement. De la fédération, enfin du club Ouais, de donc ça sport. peut être du stade, de la Mhm. salle où il y a le match de futsal Mhm. en Mayenne, par exemple. Et donc du coup, ça, c'est on récupère le stream donc via Media Live et on va le diffuser via CloudFront. Pour la diffusion, on va utiliser nos applications qui vont finalement charger un player dans l'application et le player Vidéo. va venir Ouais. demander à CloudFront le contenu vidéo. Ok, ça c'est l'architecture à haut niveau. On va expliquer dans une seconde ce que c'est que Media Live et Media Package pour ceux qui connaissent pas. Mais je me pose une question avant. Qu'est-ce qui fait le endpoint RTMP? Est-ce que c'est Media Live qui fait ça ou est-ce que vous avez un serveur à vous qui écoute les connexions et qui accepte les connexions rentrantes? Alors aujourd'hui c'est Media Live parce que Mhm. c'était plus simple pour nous de pas avoir un serveur qui tournait en permanence. En fait, Bien sûr, on a, ouais. Mhm. on a, notre volonté était de ne pas avoir de serveur qui tourne en permanence. Donc là, Mhm. le serveur, comme je l'ai dit, démarre juste avant l'événement et à 1 heure après l'événement va être supprimé. Media Live va venir récupérer le RTMP, mais Mhm. il y a une contrainte qui était quand même quelque chose d'assez complexe, c'est qu'on travaille avec des gens qui sont pas obligatoirement très technophiles ou très branchés sur de la technologie de streaming, et du coup leur fournir une adresse RTMP avec une adresse IP et des choses un peu complexes dedans pour que ils envoient le stream, ça nous créait pas mal de soucis parce que bah, une fois sur deux, l'adresse IP était mal renseignée ou le port était pas le bon. Enfin, des problématiques que Mhm. je pense que tout le monde peut rencontrer. Et la solution qu'on a trouvée à ça, c'est que finalement, on a défini pour chacun de nos ayants droit une liste de ce qu'on appelle une chaîne live. Et donc, pour chaque événement, ils vont choisir sur quelle chaîne ils veulent l'envoyer. Et cette chaîne-là, eh ben, elle a un ID spécifique. Et c'est cet ID-là qui va être utilisé dans l'adresse source, donc qui va venir remplacer finalement, surcharger l'adresse IP. Et du coup, Vous faites un mapping ouais, entre des adresses fixes pour vos ayants droit, comme voilà. ça ils streament toujours à la même C'est ça. adresse, et le Media Live spécifique qui vient d'être créé pour cet événement-là, et vous faites la correspondance entre les deux. Exactement. Et donc, par exemple, si tu veux, nous, on travaille avec une société qui fait tout le championnat de D1 futsal à l'année, Mhm. donc c'est un certain nombre de matchs, c'est plus d'une J'imagine, centaine de oui. matchs. Et toutes les journées, chaque journée, finalement, il y a 6 matchs en parallèle. On a 6 chaînes qui ont un ID spécifique, et à chaque journée, ils ne streament que sur ces chaînes-là, et finalement, il n'y a jamais de nouvel échange d'adresses ou d'adresses IP. Et c'est quelque chose d'assez important parce que finalement, le temps perdu à faire fonctionner ça, à se dire finalement, si j'ai mon Media Live qui doit tourner depuis 2 jours parce qu'il voulait faire un test et qu'il faut pas que l'adresse IP change après le test, eh ben c'est trop compliqué à gérer avec autant de prestataires. Aujourd'hui, Sportall, pour se donner un ordre d'idée, c'est plus de 1000 événements par an. J'allais te poser la question, c'est Donc ça, oui. on n'a pas, on n'a pas, on est 25, on n'a pas on n'est pas en capacité d'aller échanger des adresses IP avec chacun des partenaires avec qui on travaille. 1000 événements par an, avec en plus des concentrations probablement sur les jours de week-end, le samedi, le dimanche, vous en avez beaucoup plus que le reste de la semaine, ou en tout cas en journée qui peut être assez calme, peut-être les soirées un peu plus. Ouais, alors c'est vrai, c'est très vrai. C'est-à-dire que le week-end, c'est rarement calme. On a souvent beaucoup J'imagine, d'événements. On a eu jusqu'à 25 événements en parallèle. Un samedi en juin ou en mai, ça peut arriver assez fréquemment. Euh, et après, aujourd'hui, on est de plus en plus à l'international. Donc, on est de plus en plus sur des événements qui vont arriver finalement n'importe quand dans la semaine. Par exemple, on travaille beaucoup avec la Fédération internationale de squash, donc World Squash, Mhm. qui, eux, font des tournois, et un tournoi de squash, finalement, va durer 6 ou 7 jours. Donc finalement, ça va nous prendre une semaine complète, et chaque jour, on va avoir Du un nombre contenu important qui vient. de matchs de squash à rediffuser, et c'est plutôt... Donc Alors, ça prend du temps. Ouais. je reviens, je reviens sur votre chaîne vidéo depuis l'acquisition jusqu'à la diffusion. Premier élément, tu dis, c'est bon, il y a ce mapping DNS et on l'a bien compris, mais après donc c'est Media Live qui fait un endpoint HTTPS qui va ingérer le flux vidéo. C'est quoi Media Live? C'est un service managé d'AWS qui fait juste l'ingestion ou il fait du transcodage déjà, de la conversion de format? Alors nous, on l'utilise pour le transcodage. Je pense, historiquement, on utilisait IVS chez AWS, qui est finalement l'encodeur qui est Mhm. utilisé par Twitch. Et Ah oui, en oui. fait, on est arrivé à certaines limites avec IVS.
Et ces limites, il y avait une problématique de framerate, des problématiques de qualité vidéo aussi. Sur du sport, la qualité vidéo était assez importante. Du coup, on est passé sur Media Live parce que pour ces raisons-là, en partie. Donc du coup, Media Live va venir ingérer le flux, va venir le transcoder dans différentes résolutions, de façon à ce que chacune des résolutions s'adapte au device qui est utilisé. Parce que nous, on va diffuser sur des téléphones, sur des tablettes, sur des ordinateurs. Et le fait de diffuser sur ces différents devices fait que les résolutions d'affichage sont différentes, que les bandes passantes sont différentes aussi, parce que sur mon ordinateur chez moi avec la fibre, j'ai aucun problème. Mais en 3G, Tandis qu'en 4G, ouais, ouais. voilà. Sur un téléphone, le résultat est pas le même. Donc Media Live, il sert finalement à venir prendre la vidéo qui est filmée sur site et la transformer en ces différentes résolutions, de façon à ce que on puisse avoir un reach sur la totalité des devices cibles et que finalement un fan, où qu'il soit, puisse suivre son événement sportif. Oui, donc que je regarde sur un téléphone portable, sur une tablette, sur un laptop ou sur ma grande télé 4K dans le salon, je vais pas recevoir le même flux vidéo, la même, il sera pas encodé de la même façon non plus. Il va consommer plus ou moins de bande passante en fonction de ce qui est disponible dans mon environnement. Exactement, il y a une adaptation automatique. Finalement, le player, lui, va dire, bah là, je peux afficher dans telle résolution sur cet outil et j'ai tant de bandes passantes disponibles. Donc, je vais prendre le flux qui est en 720p ou je vais prendre le flux qui est en 1080p ou en 4K en fonction de ce qui est pertinent, en fonction de la bande passante et du device. Et vous pouvez configurer dans Media Live la quantité de flux de sortie disponible, ou c'est un package, comme tu dis, 720, 1080, 4K? Non, aujourd'hui, c'est au choix. C'est-à-dire que nous, on a configuré ce qui nous semblait pertinent de façon à toucher le plus grand nombre, mais en respectant une qualité vidéo qui soit correcte. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que faire des toutes petites résolutions d'un timbre, la taille d'un timbre-poste, ça n'a pas de sens aujourd'hui, puisque les écrans même des téléphones sont plutôt grands. Et du coup, ça n'aurait pas de sens de faire des résolutions trop petites, parce que finalement, l'expérience utilisateur sur une vidéo qui est floue et qui est potentiellement saccadée a aucun intérêt. Donc, finalement, on s'adapte aujourd'hui avec la 3G, même par exemple 4G, 5G, le débit finalement minimum est quand même déjà assez élevé. Assez haut. Et du coup, on peut envoyer des résolutions qui sont un peu plus élevées et avoir une qualité et une expérience utilisateur qui est pertinente. Et techniquement, la sortie de Media Live, c'est quoi? C'est un fichier ou c'est plutôt d'un endpoint de streaming où les clients peuvent venir, ceux qui vont consommer, parce qu'on n'est pas encore aux clients, comme CloudFront et comme Packager, peuvent venir se connecter et streamer en direct? Ouais, mais c'est ça. Media Live va pousser des flux vers Media Package, de façon à ce que Media Package, lui, crée un format qui s'appelle HLS aujourd'hui, donc c'est HTTP Live Streaming, exactement, HLS. Créé par Apple il y a un certain nombre d'années. Et ce format-là va venir finalement avoir un flux qui est continu pour nous, un flux vidéo continu. Il va venir le segmenter en petits segments. Alors je crois qu'aujourd'hui, nous, on est en segment de 6 secondes. Et donc on va faire plein de ces segments de 6 secondes pour chacune des résolutions. Donc aujourd'hui, sur notre distribution, on va avoir 5 résolutions différentes, avec des bitrates différents. Et tous ces 5 streams vont être coupés en petits chunks de 6 secondes, de façon à ce que finalement on puisse... Donc, ce qui est important dans le live streaming, dans le HLS, c'est le HTTP, c'est que finalement le player va venir le downloader en HTTP, de la même façon qu'on download un fichier PDF ou une image JPEG, de la même façon. Une style sheet, une page HTML. Et en fait, en venant récupérer ces segments qui sont finalement assez légers en termes de taille sur un disque, et ben il va venir les downloader, les lire et prendre le suivant. Pendant qu'il lit un, il va prendre le suivant. Et donc avoir des chunks de 6 secondes, ça laisse 6 secondes pour récupérer le chunk suivant. Donc finalement, cette mécanique, elle est assez pertinente pour des outils comme la 4G ou la 3G, parce que ça marche également parfaitement bien en 3G. Et c'est ça qui permet aussi de changer d'un format à l'autre. Si jamais je suis en 5G, puis tout d'un coup je passe dans un tunnel, j'ai plus que du Edge, ça va changer automatiquement. Pour ceux qui connaissent pas HLS, donc HTTP Livestream, mais je parle sous ton contrôle, c'est toi l'expert. C'est un format hybride entre du texte et de la vidéo. Quand on se connecte à une stream HLS, on reçoit un fichier texte qui décrit cette stream et qui dit, ben voilà, si vous êtes capable de télécharger à telle bande passante, ou enfin à telle bitrate pour être précis, voici les URL de mes petits morceaux de 6 secondes et disons
disons qu'il y a 1 minute de vidéo, il y aura 10 URL de 10 fois 6 secondes de vidéo. Et puis plus bas dans le même fichier texte, il y a les URL pour la bande passante inférieure et encore, ou la résolution inférieure. Et donc le client peut, en fonction des conditions directes réelles, aller choisir la qualité qu'il souhaite. Et il va télécharger ces petits morceaux de vidéo de 6 secondes chez vous les uns après les autres, par HTTP aussi. Et ça, c'est important dans le format HLS. Ça veut dire qu'on peut cacher, s'il y a 100 000 personnes qui regardent le même flux dans la même région, ben les CDN peuvent rentrer en action. Ces fichiers, comme tu l'as dit, c'est comme des images dans une page web. On peut les cacher l'un après l'autre. Et donc ça, c'est le rôle de Media Packager. C'est ça. Lui, il prend les flux vidéo et il crée cette segmentation pour sortir de l'HLS. Oui, il va venir créer donc les fichiers dont tu parles. Et ce qui est intéressant avec Media Package, c'est qu'il permet aussi, alors ce qui est vraiment important sur du sport, il permet de créer, donc tu parlais par exemple d'un fichier qui va aller faire 1 minute de contenu, mais ce que nous on fait, c'est qu'on crée un fichier, enfin avec Media Package, on crée la capacité de pouvoir revenir lire le flux depuis le début de l'événement. Donc comme nous on a une connaissance précise du début de l'événement, on va dire, ben là quand le client va demander cette vidéo-là ou cet événement-là en live, eh ben tu lui dis qu'il peut revenir jusqu'à telle date. Et ben ce qui nous permet par exemple sur un événement comme un match de futsal, de dire ben s'il arrive au milieu, on peut lui proposer soit d'aller en live et de voir ce qui se passe en live, soit de revenir au début et puis finalement de le regarder en ce qu'on appelle le time shift, en décalé pour avoir vraiment finalement la sensation du live sans être en live. Ça veut dire qu'il y a des données de timecode dans les playlists HLS aussi, dans les fameux fichiers M3, c'était quoi, M3U8 si je me souviens bien. Exactement. En fait, Media Package, on va lui dire, tu peux livrer un contenu, et puis le contenu que tu livres, tu commences à telle date, telle heure, et après tu lui donnes tout le contenu de façon à ce qu'il puisse se balader autant qu'il veut dans toute ces données, dans toute cette vidéo. Et puis Media Package envoie j'ai parlé de CDN, donc il envoie sur CloudFront. Exactement. Donc après, finalement, Media Package va servir c'est une source d'origine serveur. Une origine. Ouais. Et donc cette notion d'origine, c'est-à-dire que les fichiers vont être stockés à un endroit qui est déjà un espèce de cache, et finalement les CDN qui peuvent venir se connecter dessus pour récupérer le fichier et le distribuer au plus grand nombre. Donc le premier qui va demander le contenu, le premier client fan qui va demander son contenu va venir le demander à CloudFront. CloudFront ne l'aura pas en cache, va le demander à Media Package. Media Package va le livrer à CloudFront. CloudFront va le mettre en cache. Et les X suivants vont demander au CDN et n'iront pas jusqu'à Media Package. C'est vraiment le CDN qui va livrer. C'est ultra pertinent sur des événements de live comme nous on fait, puisque dans ce cas-là, on est à 95-98% de hits sur le cache du CDN, parce que tout le monde regarde le même contenu au même moment, ce qui est le principe du live, ceci dit. Et dans les grandes villes, les grands bassins de population, tout le monde va se connecter au point du CDN le plus proche de chez eux, à Paris s'ils sont à Paris, à Marseille s'ils sont à Marseille, etc. À Singapour s'ils sont à Singapour. Si vous êtes curieux pour savoir comment CDN fonctionne et CloudFront fonctionne, il y a eu un épisode du podcast à ce sujet, et évidemment si vous scrollez dans les notes du podcast, vous allez voir le lien vers cet épisode que vous pourrez réécouter après celui-ci. Media Package et Media Live, ce sont des services dits serverless, c'est-à-dire il y a pas de ça se crée avec une API. Pour vous n'avez pas d'instance EC2 à gérer, des choses comme ça. Exactement, c'est quasiment du SaaS à ce niveau-là. Finalement, nous, on va venir juste dire, en fait, on a un système, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la chaîne va être mise à disposition des ayants droit un peu avant l'événement. Et en fait, cette mise à disposition, c'est un déploiement CloudFormation. En fait, nous, on a automatisé finalement la création de cette chaîne dans donc Media Live, Media Package, CloudFront, dans notre environnement AWS, de façon à ce que finalement on n'ait rien à y faire, que tout soit automatisé en fonction des configurations qu'on fait dans la partie CMS. Et donc, à ce niveau-là, on utilise CodeBuild. CodeBuild va venir créer à la volée la configuration CloudFormation de la chaîne. Donc, il va définir dans CloudFormation quel est le DNS à l'entrée de Media Live de façon à masquer l'adresse IP, quelle est la Media Live, sa configuration. Donc, la configuration de Media Live, ça va être ses points d'entrée, ses résolutions,
et débit de sortie. Il va venir faire la même chose avec Media Package, la même chose avec la distribution CloudFront. Et une fois le template CloudFormation créé par CodeBuild, il va lui dire bah, maintenant tu déploies. Et quelque chose comme entre 5 et 10 minutes plus tard, la chaîne est disponible, complète. Et on peut finalement streamer à peu près n'importe où dans le monde un contenu live. Quoi. Ouais, Il y a un côté magique après. quand tu dis une chaîne, c'est comme une chaîne de télé. La chaîne qu'on vient d'expliquer avec de l'ingestion de contenu, Media Live, Media Package, CDN. Si vous êtes une chaîne de télé classique, il y en a une chaîne comme ça qui est mise en place et on l'utilise 24 sur 24, 7 jours sur 7. Mais toi, tu as dit vous avez plus de 1300 événements par an. Ça veut dire vous faites 1300 chaînes de télé par an. Et donc, il faut automatiser la création de ces chaînes. Et donc, vous créer, il y a une couche d'indirection en plus, vous allez générer des templates CloudFormation qui eux-mêmes vont créer l'infrastructure dans le cloud. Exactement. Et en fait, c'est indispensable, c'est-à-dire que voilà, 1300 événements, 1300 événements, ça veut pas dire en plus qu'il y a une seule chaîne par événement. On prend par exemple, on travaille avec le World Endurance Championship, qui est le championnat du monde d'endurance voiture. Donc par exemple, les 24 heures du Mans ont eu lieu en juin. Et ben, sur un événement comme celui-là, on va avoir 3 chaînes, une pour le stream anglais, une pour le stream français, une pour le stream sans commentaire, parce que finalement, on amène aussi, grâce à cette simplicité de déploiement, on peut amener vachement beaucoup d'amélioration de l'expérience utilisateur. Et quelqu'un qui veut entendre juste le bruit des voitures peut maintenant le faire, ce qui est assez sympa. Mais donc du coup, on va avoir 3 chaînes pour faire ça, pour faire vraiment le flux monté par une chaîne sur une chaîne de télévision. Mais comme on est aussi comme on n'a pas de limite finalement sur le nombre de diffusions qu'on peut faire, c'est pas comme si on avait une chaîne de télé avec un slot de 3 heures l'après-midi et 3 heures le matin. Et ben donc on peut aussi diffuser autour de 30 chaînes différentes avec des on-board des voitures. Donc par exemple sur une course comme je sais pas, Spa-Francorchamps, on peut avoir jusqu'à 29 ou 30 chaînes qui tournent en parallèle juste pour diffuser l'événement, mais on apporte à l'utilisateur un choix quasi exceptionnel une expérience exceptionnelle sur ce qu'il peut regarder de la course et comment il peut voir la course. C'est-à-dire que une bataille qui va voir entre 2 voitures sur le flux monté, il peut aller derrière choisir la on-board d'une des 2 voitures pour voir comment ça se passe depuis l'intérieur d'une des voitures. Et quelque chose qui est finalement possible parce que on a cette capacité de déployer en parallèle toutes ces chaînes et qui serait impossible sur une chaîne de télévision finalement. C'est à la demande. En fait, vous créez de l'infrastructure à la demande, ce qui vous permet de créer N canaux de streaming vidéo avec N points de vue différents. J'étais en train de me poser la question, c'est quoi l'expérience utilisateur là? C'est à l'utilisateur de sortir du player principal et de choisir un autre, etc., comme on change de série sur Netflix? Ou est-ce qu'il y a un player intelligent où dans le player, on peut aller prendre, je sais pas, en picture-in-picture, telle vue et sélectionner aussi? Alors on travaille avec des partenaires sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui on n'a rien de déployé en termes de production. On a fait des tests ici et là pour finalement avoir des players qui puissent venir dire bah, j'ai tous mes streams à droite et puis je peux venir choisir celui qui m'intéresse à un instant T. Touche, ting, ting. Et on peut même imaginer derrière, en fait finalement aujourd'hui Media Package et Media Live permettent de récupérer des données, de faire transiter des données un peu plus data dans les streams avec des données KLV. On peut imaginer venir mettre des données un peu plus liées aux événements de course et timées dans ces données KLV. Et par exemple dire quand il y a un dépassement ou quand il y a quelque chose qui est important, je peux venir switcher automatiquement mon player. Donc ça c'est de la technologie qu'on imagine et qui pourrait arriver bientôt. On parlera du futur après, mais c'est assez intéressant. En t'écoutant parler, je viens de voir une démo il y a quelques jours de l'Apple Vision Pro et je m'imagine l'expérience utilisateur qu'on peut donner avec ce genre d'appareil et votre technologie. On pourrait imaginer d'avoir un mur de petites vignettes de stream et au toucher simplement, enfin au toucher, au geste, les amener en grand devant soi, etc. Eh ben, c'est complètement le sujet. C'est complètement le sujet sur un événement comme les 24 heures du Mans, c'est complètement le sujet. Dire aujourd'hui, j'ai mes on-board, je peux choisir laquelle je veux regarder, j'ai mon flux vidéo monté. Et aujourd'hui, on récupère aussi également toutes les données
euh, toute la partie timing, Télémétrie. data, télémétrie des Mhm. voitures. Donc on sait quelle voiture est où sur le circuit. On sait aussi quelle voiture a fait quel temps sur tel secteur ou tel secteur. Finalement, afficher ces données, plus afficher les, les vidéos et les différentes on-board, et ben finalement, est-ce qu'on n'est pas dans la cible de ce que tout fan de motorsport pourrait attendre, quoi. Oui, là où avant on consommait un flux qui venait d'une chaîne avec les images choisies par ce réalisateur-là qui choisissait de montrer ça à ce moment-là, ici on est soi-même aux commandes, on a Le- tous les flux possibles et on compose son programme en fonction de ses intérêts. Exactement, mais c'est un sujet qu'on a eu, sinon on parlait motorsport, mais c'est un sujet qu'on a eu beaucoup sur l'athlétisme aussi. Mhm. En fait, l'athlétisme aujourd'hui, c'est un meeting qui va durer 4-5 heures, où bah, finalement il y a des gens qui courent, ils vont faire un 100 mètres, un 400 mètres, un 200 mètres, mais il y a aussi des gens en parallèle de ça qui vont faire du saut à la perche, qui vont faire du saut en hauteur, du saut en longueur, et souvent, ce qui nous avait été remonté initialement, c'est de dire, bah, c'est bien d'avoir un flux, de pouvoir voir tous ces meetings qu'on pouvait pas voir avant. Mais bon, maintenant, moi, j'aimerais bien voir bah, que le saut en longueur, que le saut en hauteur, que la perche, parce que bah, finalement, c'est mon agrès de choix, mon agrès préféré. Et, euh, et du coup, bah, en fait, ce qu'on a fait, c'est on a créé on a ajouté sur nos déploiements de systèmes sur site des caméras qui sont dites caméras isolées, qui vont venir filmer bah, que le saut à la perche, par exemple. Donc, elles seront potentiellement pas commentées, mais la personne Mhm. qui veut voir le saut à la perche peut voir que le saut à la perche. Et à côté de ça, on travaille avec le chronométreur officiel de l'athlétisme en France, qui lui nous envoie les données en temps réel aussi, et que donc du coup, finalement, suivre le concours de saut à la perche, même non commenté, c'est assez facile parce que on sait qui saute, on sait si c'est son premier, deuxième, troisième essai, enfin, on a toutes les informations. Et finalement, c'est clairement l'avenir, c'est de dire, je viens mixer ma vidéo où je peux choisir finalement mon montage moi-même, je fais ma propre post-production de l'événement, et en plus j'ai toute la partie data qui me fait comprendre quelle est l'importance de ce saut, quelle est l'importance de ce dépassement par rapport euh, aux événements sur la course. Donc c'est assez, on voit bien que toutes ces informations-là, elles permettent une expérience utilisateur qui est finalement très enrichissante et où on est vraiment dans le sport comme si on était finalement dans un stade, quoi. Et du coup, votre métier, c'est bien plus que simplement, enfin simplement, excusez-moi, traiter les flux vidéo et les rediffuser. Vous recevez des flux data aussi. Qu'est-ce qui se passe avec ces data? Où est-ce qu'elles arrivent? Comment est-ce qu'elles sont analysées? Comment est-ce qu'elles sont illustrées, enfin, ou mises en page pour être visibles pour l'utilisateur? Vous devez développer des applications pour ça? Ou vous achetez, vous avez des partenariats? En fait, on travaille, ça dépend Des FD? ouais, ça dépend des fédérations ou des partenaires. Du coup, où on travaille avec bah, les chronométreurs officiels. Donc Mhm. ça va être vrai sur le championnat d'endurance, ça va être vrai sur l'athlé, ou alors on récupère des données qui sont existantes. Ce qu'on fait de plus en plus, c'est que finalement sur nos applications, que ce soit mobile ou web, on va venir les afficher en iframe. Donc on va les construire dans une espèce d'application un peu séparée. Si on récupère les datas brutes, on va faire le design de l'application. Par exemple, avec l'athlétisme, ils nous ont dit, bah, c'est aussi simple pour nous de vous envoyer directement un format un peu iframe que nous on peut Mhm. intégrer dans les applications. Donc nous on a fait plutôt la mécanique pour les intégrer dans les applications pour que ça reste assez simple. Par contre, en fonction des données qu'on récupère et des formats, on fait un peu de développement à côté aussi. Ok, donc il n'y a pas que les flux vidéo. Et toutes ces chaînes de télé qu'on vient de dire, toutes ces chaînes de télé sont construites, donc je le répète, à la demande, sont détruites après, parce que je suppose qu'il y a un coût associé par seconde ou minute de vidéo traitée. Oui, exactement. En fait, à partir du moment où la chaîne est déployée, même si elle est, Même si on stream pas même si on ne s'en sert pas, de vidéo. il y a un coût inhérent à ce déploiement-là. Donc, à la limite, si j'en avais une, ça me poserait pas de problème. Aujourd'hui, je crois que dans le nombre de chaînes créées, en fait, qu'on utilise avec différents ayants droit, parce qu'en fait, finalement, on associe une chaîne à un ayant droit parce que comme ça, c'est sa chaîne, il peut s'associer. Donc, il en a une, deux, trois, quatre, cinq. Aujourd'hui, j'en ai entre 250 et 300 ont été créés sur la plateforme. Donc, on peut imaginer que si, même si ça me coûte quelques centimes par heure, si j'en ai 300, au bout d'un an, ça commence à faire une somme Mhm. importante. Donc, c'était pas acceptable en fait comme fonctionnement. Donc, l'idée, c'est de dire,
s'il n'y a pas d'événement, la chaîne n'a pas de raison d'être, en Et fait, détruite. Ouais. être déployée. Donc elle est vraiment détruite complètement, c'est-à-dire qu'on va supprimer le template CloudFormation et tout va être invisible. Et après, il y a un coup, en effet, quand elle tourne, c'est-à-dire que quand elle stream, donc quand elle ingère et qu'elle stream du contenu, là, il y a un coup. L'idée, là, c'est que finalement, ce coup-là, il faut le limiter au plus possible à la période nécessaire. Donc c'est pour ça qu'il y a une période de test en amont du live, le live, et après, à la fin du live, elle est arrêtée directement. Euh, Ce qui est assez important, c'est qu'au moment où elle s'arrête, nous, on trigger un job sur Media Package qui permet de venir extraire le replay de cette chaîne, de façon à ce que nous, on puisse stocker le replay et le rendre disponible quelques minutes après la fin du live. Alors j'allais y venir, tout ce que tu viens d'expliquer, c'est pour le live, Exactement. mais vous servez aussi des centaines, des milliers d'heures de vidéos en replay. Donc tu as déjà partiellement répondu à la question, comment est-ce que vous obtenez ce fichier? Parce qu'un replay c'est beaucoup plus facile en termes techniques, c'est un fichier sur S3 globalement, je me trompe, avec CDN devant. Mais donc comment vous l'extractez et puis comment vous le distribuez? Ouais, en fait c'est ça. Donc à l'arrêt de la chaîne, une fois finalement quand nous on dit l'événement est terminé, on va dire donc comme c'est du sport, en règle générale on donne une date ou une heure de fin et puis on arrête en amont ou on prolonge parce que l'événement se prolonge. Mais du coup on va avoir quelqu'un qui va venir appuyer sur stop en disant là c'est fini. Une fois que la chaîne s'arrête, il y a un trigger qui est fait automatiquement pour générer le replay. Donc il y a ce qu'on appelle les harvest jobs sur Media Package qui va venir finalement prendre tout le flux, tous les petits chunks de 6 secondes HLS de la date de démarrage jusqu'à la date de fin. Il va venir les extraire et les mettre dans un S3 chez nous. Donc tous les formats, pour que ce soit pour un téléphone ou pour une télé 4K, Ouais. tous ces petits morceaux vidéo et les playlists associées, tout est envoyé sur S3. Exactement, parce que derrière, finalement, quand on va mettre le replay à disposition de nos fans, ils vont venir se redemander à CloudFront le replay de la même façon qu'ils demandaient le live. Et CloudFront, au lieu d'aller chercher sur le live, va aller chercher sur le S3 pour le distribuer directement. Et donc le format de lecture qui est fourni au player est le même, c'est du HLS aussi. Et là aussi, votre période de rétention, ça dépend des contrats que vous avez avec les fédérations, Exactement. les clubs de sport et combien ils payent, etc. Exactement. Parce qu'il y a un coût pour ça aussi, vous devez stocker des centaines, des milliers d'heures de vidéos sur S3. Oui, exactement. Et donc du coup, le stockage sur S3, il y a un coût. Nous, on a des contrats du coup avec nos différents ayants droit. Et après, en fait, ce qu'on utilise aussi, c'est le système de tiering intelligent de S3, qui permet finalement de passer un contenu qui est pas demandé dans un tier inférieur. Donc le plus on descend dans les tiers inférieurs, moins le coût est élevé. Et donc du coup, par exemple, un replay en sport, donc le live a une durée de vie du live. Le replay a une durée de vie assez courte finalement. Si on parle sur 18 mois, un replay c'est plutôt une semaine ou deux quoi. Et les premières Après, semaines après, on va pas aller revoir un match de foot d'il y a un an, enfin, ou un match ou une compète d'athlétisme d'il y a un an et demi ou ou 2 alors ans. c'est parce qu'il y a eu un événement ou une personne qui était un athlète qui a gagné une médaille d'or au JO, donc on va aller chercher le On contenu. va aller retrouver des images d'archives. Ah, ça c'est Mais- un autre idée de business pour vous. Exactement. Mais voilà, donc le replay a une durée de vie assez courte, donc en fait finalement il descend assez vite dans les tirs sur S3, puisque une fois qu'il n'y a plus vraiment de demande sur ce contenu-là, il est automatiquement descendu dans les tirs. Et c'est les ayants droit qui gèrent le contenu, comme tu l'as dit tout au début. Je raccroche à ce que tu as dit au début, avec une application de CMS qui permet de définir quels sont les replays qu'ils laissent disponibles. Ouais, en fait, a priori ils sont tous disponibles. Par contre, en effet, c'est l'ayant droit ou les gens de l'édito chez Sporthall qui vont venir faire toute l'éditorialisation des plateformes. Et donc de dire derrière, je vais mettre tel replay en avant sur la plateforme pour qu'il soit très visible parce que c'était un meeting important ou parce qu'il s'est passé quelque chose d'important. Et puis il y en a d'autres que je vais faire disparaître un peu plus vite parce que il s'est rien passé ou que c'était pas obligatoirement un grand match ou quelque chose comme ça. Donc, cette éditorialisation, elle est vraiment disponible de façon très dynamique via le CMS pour que finalement les applications rendent exactement, mettent à disposition plutôt les contenus qu'on souhaite mettre à disposition.
Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, les nombres de gigabits seconde qui sortent d'un CDN en week-end chez vous, quantité de pétabytes sur S3? Ouais, j'allais dire, finalement, sur un an glissant, on a fait 2,5 pétabytes de données distribuées vers des fans, donc de données vidéo vers des fans, donc ce qui est pas négligeable. Euh, on a aujourd'hui, on a eu jusqu'à 25 ou 27 chaînes en parallèle qui tournent live en parallèle. Donc ça veut dire des événements qui sont aussi live sur la plateforme. Et donc une chaîne, c'est plusieurs flux vidéo, hein, comme tu as expliqué. Exactement. Ouais. Mhm. Et derrière, ça veut dire aussi que sur ces streams vidéo, on a beaucoup d'utilisateurs connectés. Donc on a eu jusqu'à euh, plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs connectés en parallèle sur la plateforme pour regarder un ou X live. Euh, Alors, on a déjà touché un petit mot pendant la conversation, mais quels sont les axes d'évolution, j'allais dire amélioration, mais c'est pas pour améliorer, c'est pour faire évoluer la plateforme. On a parlé de l'expérience, d'un futur possible d'expérience où l'utilisateur devient un peu le réalisateur vidéo et choisit ses flux d'images. Quels sont les autres axes auxquels vous pensez pour le moment? Ouais, donc il y a celui-là qui est plutôt intéressant, c'est-à-dire Mhm. essayer de le rendre son propre, faire son propre montage, mais pas exactement qu'il le fasse lui-même en cliquant, mais plutôt qu'il dise, mais moi ce qui m'intéresse c'est les buts, c'est les les sauts à la perche, et en fait que finalement le player vienne automatiquement lui fournir l'info, switcher la vidéo sur l'événement qui est important pour lui, ou les événements qui sont importants pour lui, et finalement créer son montage en disant moi je veux pas rater le 100 mètres, je veux pas rater le 400 mètres, ça peut Mhm. être des choses aussi assez intéressantes. Il y a une petite complexité derrière tout ça, c'est qu'il faut venir associer la vidéo et les datas et les synchroniser d'un point de vue temps, et du coup là, pas mal de complexité vient de là. Euh, Après, il y a une partie qui nous semble aussi intéressante en termes d'expérience utilisateur, c'est que finalement chacun puisse pouvoir définir les moments qui sont importants pour lui, et derrière qu'il puisse les partager finalement. Donc par exemple, moi je regarde un meeting d'athlé, il y a Duplantis qui bat le record du monde de la perche. Eh ben, j'ai envie de dire que ça c'est important, j'ai envie de le partager, donc je dis à ce moment-là, je veux le sauvegarder pour moi et dire à mes amis, à mes camarades, aux autres fans, Mhm. ça c'était un moment important du sport. Et finalement, derrière, l'idée c'est de dire chacun va pouvoir venir créer finalement sa base de données de moments importants dans le sport qui définissent finalement tel ou tel sport, ou qui définissent sa vision de ce qu'est le sport aujourd'hui. Et partager, ça veut dire aussi partager sur les réseaux sociaux, je sais pas, en un clic, prendre une image ou un petit extrait vidéo automatiquement. Évidemment, ouais. C'est ça, Mhm. l'idée derrière, c'est de dire le plus large on peut partager ça, le mieux c'est. Mhm. Et finalement, c'est aussi un moyen pour nous de venir récupérer une base de fans qui va venir. Parce que finalement, si nous on pousse l'information que c'était un moment important, c'est un peu biaisé. Enfin, c'est pas complètement objectif. Mais Tandis que si c'est si quelqu'un, ouais. quelqu'un le fait de façon purement subjective, mais qu'il pousse vers des gens qui lui font confiance et qui savent que ils ont les mêmes goûts, les mêmes idées, derrière, ça devient un contenu qui peut devenir viral assez rapidement. Oui, ce qui fait une boucle vertueuse, comme on les aime bien chez Amazon aussi, parce que ça attire plus de Exactement. viewers sur la plateforme, parce qu'ils vous connaissent, ils cliquent dessus. S'il y a plus de viewers, ça attire d'autres fédés ou d'autres Exactement. Et puis le but initial, fournisseurs nous, de c'est de faire contenu. découvrir le sport. Donc Mhm. finalement, aujourd'hui, on a 40 ayants droit sur la plateforme. Donc c'est des sports assez différents. Donc c'est très varié. Cette plateforme, le but aussi, c'est de venir dire, je viens pour voir un match de futsal et je regarde du water polo, de l'athlé et un combat de boxe parce que c'est ce qui est disponible à ce moment-là et en live, quoi. Ça implique du machine learning également pour analyser les images, les reconnaître. C'est quoi un moment important dans une compète de javelot, ou reconnaître tel athlète ou telle personne avec de la reconnaissance faciale? Et ben ça c'est assez intéressant parce que ça c'est vraiment l'avenir, c'est-à-dire que dire nous on peut utiliser les gens pour le faire. Après on peut aussi
venir dire, bah, ça c'était un moment important et on en crée un clip et c'est automatiquement envoyé sur les réseaux sociaux pour partager avec le plus grand nombre. Et ben en fait ces clips-là, ils sont assez, ça implique du machine learning derrière. Ce qui est assez complexe là-dedans, c'est que ça nécessite du machine learning par sport, parce que Bien un sûr, moment ouais. important sur du futsal et un moment Mhm. important sur un meeting d'athlétisme, Ça on n'a parle rien à pas de la voir. même chose. Ouais. On parle plus de la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'un but, c'est assez facile à reconnaître. Après, un but en futsal et en football à 15, à 11, c'est assez facile. Mais un record du 100 mètres, le record français du 100 mètres, c'est un autre monde, quoi. Donc c'est un vrai beau sujet. Par contre, ça va nécessiter pas mal de temps et d'énergie, mais il y a pas mal de gens qui regardent ce sujet-là aussi, donc je pense que on va trouver des partenariats intéressants là-dessus. Sportall.tv, regardez les sports qui sont peut-être un peu moins mainstream dans le confort de votre salon, de votre tablette ou de votre téléphone, avec plus de 1000 événements sportifs en live par an, 2,5 pétabytes distribués sur un an, 27 chaînes en parallèle à certains moments. Sportall.tv, merci Thomas Fayou, tu es Senior Product Manager chez Sportall.tv, déployé sur AWS. Merci pour tes explications très claires. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode sport pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Je vous dis pas ce que c'est, tiens, je garde la surprise pour vendredi prochain. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.